Berdet, qui vient de loin, qui vient du Brésil, qui est passé par Paris, Bordeaux, puisqu'il dépend de l'université de Bordeaux. Non, Non, moi? Oui, j'avais lu. L'université de Brasilia, au Brésil. Non, mais attends, dans un passé... Ah, j'étais à Sorbonne. Ah, c'est la Sorbonne. J'ai commencé à Bordeaux, Mais j'ai été étonné parce que la licence, tu l'as faite à Paul Valéry à Montpellier. Ah, ben alors, ouais. Tu as tout fait depuis le début. Effectivement, j'étais à Bordeaux les 2 premières années, après à Montpellier, Voilà. et ensuite à Non, Paris. parce que j'ai fait les études à Paul Valéry à Montpellier, donc c'est forcément impressionné. J'ai été masqué à ce moment-là. Après la licence et maîtrise à Paris, Sorbonne, et puis la thèse sur les fantasmagories et les conditions sociales, donc dans un jury d'exception, puisqu'il y a Michael Lewin. On avait pensé à lui d'ailleurs cette année pour le prix, et puis Anne Roche nous a dit, bon il est connu, elle nous a dit il y a un jeune sociologue et philosophe qui mérite ce prix, et je veux dire c'est dans la même école de pensée, plutôt marxiste, hein, c'est une interprétation marxiste de Benjamin. Et donc un jury où figurait le regretté Philippe Ivernel, qui est un grand traducteur de Benjamin. Donc Marc a écrit Benjamin, la passion dialectique, qui fait un peu une synthèse de tous les livres de Benjamin. Enfin, les 3 livres sont alimentés par la thèse, hein, les fantasmagories. Donc il y a le chiffonnier de Paris qui est publié chez Vrin, nous serons reçus le 3 octobre. Donc le chiffonnier, c'est plutôt la deuxième période, la maturité de Benjamin. Au début, Benjamin est plutôt le flâneur, qui est baudelairien, mais le flâneur est aussi victime des fantasmagories ou des lumières de la ville. Et après, Benjamin, c'est plutôt le chiffonnier. Bon, c'est bien sûr celui qui ramasse les rebuts de la société de consommation, comme on le voit aujourd'hui avec les pauvres et les sans-papiers, mais au sens philosophique, bien sûr, symbolique, le chiffonnier, c'est celui qui s'intéresse à ce qu'on ne dit pas de l'histoire, hein, les anonymes, les gens qui ont été vaincus. Et donc, on pense, Benjamin cite les communards, bien sûr, qui ne sont pas considérés. On parle toujours des héros de l'histoire, hein, dans le récit national, et on pourra reparler de cette conception de l'histoire avec le mémorial de Rivesaltes, je pense, qui est très critiqué par Nicolas Lebourg, qui a publié un très beau livre sur l'historique de Rivesaltes, et ses critiques sont assez sévères. Et donc le livre qui est vraiment le plus facile, très bien écrit comme les 3 d'ailleurs, les fantasmagories du capital, parce que là, nous avons des exemples concrets. Nous avons ce qui distrait les hommes, qui les éloigne des conditions de travail, de l'exploitation du prolétariat, etc., ce sont ces fantasmagories, c'est-à-dire ces lumières de la ville, cette poudre aux yeux qui les pousse à consommer et à oublier vraiment la réalité de la vie. Donc là, il citait l'exposition universelle de 1851 avec le Crystal Palace et un passage très intéressant sur Disneyland à la fin du livre. Voilà, c'est un livre très original. Et là, c'est en rupture de stock, impossible à le trouver. J'en ai trouvé un chez Amazon, il est en vente là, parce qu'il est quand même sorti il y a quelques années. En 2013. En 2013, donc il est déjà en rupture de stock. Je ne savais pas. Je pense que c'est l'effet du prix, Benjamin. Oui, non, les autres, je les ai trouvés. Bon, il ne faut pas oublier que cette année, nous avons décidé de décerner un prix spécial du jury. Nous pensons qu'il y a des auteurs qui n'ont pas besoin d'un prix. Hein. On pensait à Michael Lewin, à Enzo Traverso, à Didier Huberman. On y pense toujours. On y pense toujours, mais ils sont tellement connus. Donc, cette année, nous avons décerné un prix spécial à la nouvelle édition en français des œuvres complètes de Benjamin. Il y a une édition qui avait commencé avec Gérard Rollet, mais ils ont publié que ce livre, je crois que c'est la thèse sur le baroque, et ils ont arrêté, parce qu'ils voulaient tout retraduire, donc c'était un travail immense. Donc là, finalement, c'est la traduction de l'édition allemande. Il y a 2 volumes qui sont sortis, avec des recensions et des articles inédits. Donc, à Paris, le 23 septembre, c'est Emmanuel Faye, tu le connais? Non. Un très grand philosophe qui s'intéresse à... Enfin, je ne le connais pas personnellement, Oui. mais je sais qu'il fait... Hannah Arendt et Heidegger, donc
qui critique bien sûr Heidegger, la nouvelle édition des Cahiers Noirs qui est plus ou moins récupérée et censurée. Et surtout, il critique Hannah Arendt, il montre que l'œuvre d'Hannah Arendt, qui était la maîtresse d'Heidegger, qui a revu Heidegger après la guerre, il montre que les textes d'Hannah Arendt sont plaqués sur la pensée d'Heidegger et surtout sur la pensée nazie. Donc ça c'est grave hein, de démolir un personnage comme Hannah Arendt qui est considéré par les intellectuels de gauche comme quelqu'un de très important. C'est un peu le problème de Peter Handke, maintenant, qui a eu le prix Nobel, qui était pour les intellectuels de gauche, et avec Wim Wenders, hein, qui faisait les films de Wim Wenders, il est complètement démonté parce qu'on sait que c'est un révisionniste et qui a défendu les Serbes de Milosevic dans la guerre de Yougoslavie. C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais... On n'est pas forcément d'accord avec l'opinion que tu donnes. Non, c'est un grand écrivain, tout à fait. Hein. Et De même je crois que c'est un autre débat. Le mec Heidegger est certainement le plus grand philosophe du XXe siècle, ami hélas de Rolichard. D'ailleurs, Madame Cassin, qui vient d'être nommée à l'Académie française, était aussi amie d'Heidegger et de Rolichard. Et peut-être une maîtresse encore d'Heidegger, parce que c'était un grand séducteur. Voilà. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais on va laisser la parole à nos partenaires. Donc, la mairie, monsieur le maire n'a pas voulu venir, mais on aura tout à l'heure l'adjoint à la culture qui parlera. Donc, nos partenaires, c'est le restaurant Le Miradou et l'hôtel Le Catalan, où nous irons tout à l'heure. C'est l'Étoile, Cave l'Étoile. On l'espère des journaux parisiens, puisque Libération nous a fait un bel article. C'est l'Indépendant et les journaux locaux, le Petit Journal Catalan, Ouillade, etc. Et le Centre méditerranéen de littérature, donc André Bonnet est partenaire et va nous dire peut-être un mot sur ce qu'il a créé ici, puisque Marc ne le connaît pas. Non, je n'ai pas trop envie de parler de moi. Moi, j'ai Non. simplement envie de dire que le Centre méditerranéen de littérature est particulièrement satisfait de la création depuis 3 ans de ce prix littéraire. Je pense qu'il était extrêmement important de mettre en avant, à travers intellectuels aussi brillants que Marc, des ouvrages qui célèbrent justement le travail, la mémoire et les écrits de Walter Benjamin, d'autant que, évidemment, c'est le financeur que nous voulons honorer ici, pour toutes les raisons que nous connaissons, et notamment le fait qu'il a une histoire tout à fait personnelle avec notre territoire. Donc, évidemment, dans les années à venir, le Sénat s'efforcera de soutenir encore plus ce prix littéraire, et pourquoi pas rattacher l'attribution du prix à celle des prix de Méditerranée à Paris, ce qui permettrait d'avoir un rayonnement encore plus fort. Pour les Méditerranéens à Paris, on a évidemment toute la presse qui est là, donc c'est un prix qui est rattaché à notre territoire. Pour nous, c'est important. Donc on va y travailler tous ensemble. Merci. Donc je n'ai pas dit qu'il y a 2 ans, le prix a été créé il y a 3 ans, l'association il y a 4 ans. Donc c'est Bruno Tackels qui a eu 4 ans, il a eu le premier prix avec son bel essai biographique paru chez Dessus. On le retrouvera à Paris, hein, ce sera le 23 octobre. L'année dernière, c'était Anne Roche, qui est de l'Université d'Aix-Marseille, qui est venue, qui n'a pas pu venir. Et donc, je vais lire le texte qu'elle a préparé sur l'analyse des livres de Marc. Je voulais d'abord offrir, puisque l'Étoile est notre partenaire, on a eu une cuvée spéciale BNI donc, sur le Bagnols. Et puis, une petite surprise, cette année, nous avons dégoté un tableau de valeur. On va être obligé de nous dire de quoi il s'agit. D'ailleurs, je vais lire ton analyse, page 274, tu en parles. Voilà. Le cadeau de l'année. Alors, il faut le tourner. C'est la surprise. C'est la surprise. Alors, c'est chez toi. Je pense que je reconnais un petit ange nouveau qui est dans une galerie à Munich, qui a transporté toute sa vie, qui s'appelle Angelus Novus. Et à partir du
duquel il a écrit une célèbre de ses thèses sur le concept de l'histoire, un peu mélancolique, où cet ange recule, pris dans la tempête du progrès, et voit s'amasser les ruines de l'histoire sous ses yeux, sans pouvoir recueillir et rassembler tous ces débris, c'est-à-dire réparer le monde. Donc, Marc en parle dans ce livre sur la dialectique, avec son allégorie de l'ange de l'histoire fiché au milieu des thèses. Benjamin cherche à lacérer la fresque épique de l'historien positiviste à la manière baroque. Donc ça c'est une citation de Benjamin, c'est la thèse numéro 9. Il existe un tableau de clés qui s'intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là nous apparaît une chaîne d'événements. Il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui, sans cesse, amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il vaudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Bon, puisque Benjamin, qui se veut marxiste, est très hétérodoxe, il s'oppose à la marche inéluctable du progrès que les communistes ou Marx ont défini. Hein. Il pense que nous allons au contraire sans cesse vers une nouvelle catastrophe. Bon, heureusement, il pense que avec la pensée juive, il pense que l'espérance est possible et qu'à chaque moment de la vie, nous pouvons retrouver ce bonheur. Alors, dans ce texte, tu dis qu'il n'est pas croyant. Je n'ai jamais vu dans ces textes dire que Benjamin n'est pas croyant. C'est quelque chose que j'ai trouvé chez Scholem. Alors, j'ai lu ça, et comme souvent avec Benjamin, on lit beaucoup de choses, et j'ai jamais retrouvé exactement la citation. C'est étrange. J'ai pas vu sur c'est que Scholem dit que Benjamin est un étrange athée, quelque chose comme ça. Et un étrange athée parce qu'il manipule des thèmes messianiques, il a une croyance presque mystique dans cette possibilité d'une restitution. Il se projette dans un avenir utopique, mais bon, outre le fait qu'il n'a pas de pratique religieuse, il ne témoigne pas ou il n'exprime pas sa croyance sous la forme d'une foi, plutôt sous la forme d'une pratique, et surtout une pratique littéraire, travail du texte, comme premier geste de réparation. Mais lui-même ne dit jamais je suis croyant ou pas, il ne dit pas. C'est intéressant par rapport à la question du sionisme, par exemple, parce qu'il dit qu'il se reconnaît dans un sionisme culturel, et pas dans un sionisme religieux ou politique. Je pense que c'est là qu'il y a une différence, quelque chose qui le sépare très fortement de Scholem, et qui fait qu'il a une position si particulière, justement, entre le marxisme et le messianisme. Voilà. Bon, nous allons parler donc de mémoire. On en a parlé un peu. Ah oui. C'est à la Roche, non? Ah oui, j'ai oublié de dire la Roche. Ah, voilà. À l'Académie française, l'usage est que le nouvel élu fasse l'éloge de son prédécesseur, lequel est mort, pour lui laisser son fauteuil, et ne peut donc pas en profiter de l'éloge. Pour le prix Walter Benjamin, les règles sont moins rudes. Le prédécesseur n'est pas forcément mort, et c'est lui qui fait l'éloge du nouveau. Donc elle n'a pas pu venir, c'est moi qui fais l'éloge du nouveau. Pour rappeler brièvement quelques-uns de ses principaux travaux, Marc Berdet a d'abord soutenu une thèse, Mouvement social et fantasmagorie, dans Paris, capitale du XIXe siècle. La démarche historico-sociologique d'un chiffonnier, soutenue en juin 2009, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction d'Allegra. Comme l'indique le titre, il s'agit d'une étude sur le grand ouvrage posthume de Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, mais la thèse prend en compte l'ensemble de l'œuvre et inspire les publications qui ont suivi, notamment Fantasmagorie capitale, l'invention de la ville marchandise parue à la découverte en 2013,
Walter Benjamin, La Passion dialectique chez Armand Collin en 2014, et Le Chiffonnier de Paris, Benjamin et les Fantasmagories, chez Vrin en 2015. Le terme clé est sans doute fantasmagorie, un terme que Benjamin emploie pour désigner les phénomènes de fausse conscience qui accompagnent les développements industriels et techniques du XIXe siècle, qui s'incarnent aussi bien dans l'architecture, l'organisation urbaine, la mode que dans l'usage de la ville, ou le rêve. Devant ces corpus d'une extrême hétérogénéité, Benjamin avait élaboré, à propos de Krakauer, l'image du chiffonnier. C'est une citation. Un chiffonnier au petit matin, rageur et légèrement pris de vin, qui soulève au bout de son bâton les débris de discours et les haillons de langage pour les charger en maugréant dans sa carriole, non sans de temps en temps faire sarcastiquement flotter au vent du matin l'un ou l'autre de ces oripeaux baptisés humanité, intériorité, approfondissement. Un chiffonnier au petit matin dans l'aube du jour de la Révolution, dont ça c'est le texte qui s'appelle Un marginal sort de l'ombre. Il se proposait de recueillir les guenilles, les rebuts, tout ce que le siècle passé avait laissé derrière lui. Dans ce vaste recueil de restes, nombre de chercheurs ont proposé des pistes diverses. Marc Berdet se situe comme sociologue et anthropologue, et c'est en ce sens qu'il reprend les intuitions de Benjamin avec leur charge critique, inspirée du matérialisme dialectique. Pour autant, et c'est peut-être un aspect moins apparent de son travail, Berdet prend aussi en compte le versant de critique littéraire de Benjamin. En particulier, dans La Passion dialectique, il le situe par rapport à la critique romantique. Par exemple, il montre l'importance du travail sur le baroque et relève sa lecture d'ouvrages oubliés, le Lesabiendo de Schebart, je ne sais pas si on peut Schebart, dans le registre des utopies post-fourriéristes, tout en articulant sur le fil politique qui reste une constante de la pensée de Benjamin, une trilogie politique. Voilà, merci à Anne Roche d'avoir écrit ce texte. Comment ? Oui, bien sûr. Pour des raisons familiales que tu connais, je suis obligé d'en aller à l'instant, mais je voulais appeler deux petites choses. Ça commence mal. Non. Bon. Anna. C'est elle qui va lire. Alors, Roger, oui, simplement, rappelez que ce chemin Walter Benjamin a été créé à partir de 2006 en étroite collaboration entre la municipalité de Boulogne-sur-Mer et celle de Portbou. Mais à Portbou, il y avait surtout le docteur Santiago Rancels qui a été animateur de ceci. Elle fut inaugurée, ce chemin fut inauguré en 2007 et tu étais présent à l'endroit même où, sur la frontière, Walter Benjamin se serait retourné pour regarder une dernière fois dans cette direction et dire que ce chemin est emprunté à l'année par des milliers de personnes, essentiellement venues d'Allemagne, mais d'ailleurs. Par exemple, d'Allemagne, je reçois chaque année 4 autobus de gens engagés politiquement peut-être, mais qui viennent faire ce chemin. Ce matin, 17 personnes ont emprunté ce chemin, ils passent devant chez moi. Donc je les vois. Je vais leur dire de ici. Ils sont partis faire cette randonnée, ils sont bien équipés, je leur ai demandé s'ils avaient de l'eau, s'ils avaient tout ce qu'il y avait. Monsieur, on est habitué, on va pour vous, et ils reviendraient en principe par le train. Voilà. Et troisième dernière chose, chaque année, à l'issue de cette cérémonie à laquelle nous sommes très attachés, certaines personnes veulent aller marcher
une petite heure sur le sentier de Walter Benjamin que nous avons recréé à force de souvenirs d'anciens, à force de relire le livre de Lisa Fitko, à force de parler à des personnes aujourd'hui disparues. Nous avons recréé ce chemin. Et certains veulent parfois, en fin d'après-midi, aller le faire. C'est ce que nous fîmes il y a 3 ans, il y a 2 ans et l'an dernier. Non, si tu... Pardon Le Cameroun, je l'ai fait l'année dernière. Ah oui, oui. Anne Roche, non, je l'ai pas vu. Ah non. À 2 ans, Celui le monsieur là. Bruno Taquet. Ah, ça passe vite. Donc, si certains d'entre vous étaient intéressés pour ceci, tu m'appelles, je vous attends sur les lieux. Et On se retrouve à 4 heures, à Puy-Delmas, c'est le point de départ du chemin. Et j'habite là. En réalité, le point de départ, c'est Banous. Moi, vous me demandez mon numéro. Comment? En réalité, le point de départ, c'est Banous. Ils sont partis à... Oui, mais nous, on ne va pas marcher d'ici. Voilà. Il faut partir de ce monument qui fut créé à ses frais par M. Georges Rotner, un Allemand qui habite désormais des Arcachons, qui a créé le monument qui fait le pendant du monument grandiose qui est à Pont-Roux. Celui-ci est plus petit, il est plein de symbolisme, et les gens s'arrêtent, c'est une sorte de, pas de pèlerinage, mais presque, les gens s'arrêtent, méditent à ce monument, qui, ma foi, représentatif de symbolique. Je vous prie de m'excuser sincèrement, au nom de tout ce que nous avons fait ensemble, la création de l'association, le chemin, tout ça. Quand on est un peu âgé, l'émotion vous prend vite, et on devient plus sensible, ça vous arrivera aussi. Je suis heureux que ça se passe, que l'association progresse, fasse parler d'elle. Voilà. Je vous parle. Merci pour l'explication. À tout à l'heure. Oui, c'est un gros qui vient de loin, mais ça a nécessité une discussion, mais ça c'est pas. Excuse-moi tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. En réalité, la vedette, c'est Albert. C'est ça. Pas Arlette, mais... Oui, j'ai oublié de remercier le conseil départemental qui nous donne une subvention tous les ans, grâce d'abord à Roger Roux, Michel Molly, et cette année, Robert Garabé. Voilà. Donc, il y a le fantôme de Benjamin ici, puisqu'il est venu à la mairie avant de partir. Et madame va nous parler d'abord une minute de l'immeuble où a vécu Lisa Fitko, qui était la passeuse, et qui a accompagné Benjamin de Banous jusqu'à la frontière. Elle n'est pas allée jusqu'à Port-Roux, elle est revenue. Elle est revenue après son livre, en fait. Donc, ma maison de famille, la maison du Ventajou, qui est juste avant l'église, au 16 de l'avenue du Puy-Delmas, et la maison dans laquelle Lisa et Anne Fitko ont loué le 3e étage de la maison. Elle en parle d'ailleurs, elle parle de la petite terrasse de ma maison, évidemment, où on voit les montagnes. Et dans son livre de mémoire, Lisa Fitko a mis d'ailleurs une photo de la maison à l'époque, quand elle était revenue en 1973. Et pendant tout son séjour à Banous, après un petit hébergement provisoire organisé par le maire Azema, effectivement, le logement était chez moi, et elle parle pas mal de ma grand-tante, la sœur de mon grand-père, qui était sa logeuse, qui à un moment joué un rôle pour les empêcher d'être emmenés par la police de l'époque, la gendarmerie de l'époque. Voilà. Donc je crois que l'association a prévu peut-être... un projet de place sur l'immeuble, mais l'immeuble étant très étroit, il n'y a pas vraiment de place. Non. On a demandé à la mairie, parce qu'en face il y a une sorte de... une jardinière où on aurait pu mettre une statue, mais il paraît que ça gênerait les piétons, donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Voilà. Là, ils ont fait quelque chose qui est assez beau, ce sont des plaques qui sont incrustées dans le sol et de juifs qui ont été pris. Oui, on l'a vu. Oui, il y avait ce projet aussi de mettre tout le long de Banous, du chemin, de mettre des sortes de... C'est une plaque un peu plus grande. C'est un beau geste, je trouve, un peu humble, parce qu'il faut se pencher. Oui, c'est bien bien. d'être comme ça. Je pourrais faire ça, oui. Alors, on peut parler de ce que j'ai découvert par hasard il y a 2 jours. Toute une partie de ma famille américaine et juive, j'ai par hasard découvert le contact que j'avais par ma famille
avec les descendants du prix Nobel Otto Meyerhoff, qui s'est enfui par la nuit et qui est cité dans le livre de Lisa Fitko. Donc j'ai toute cette collection américaine à mettre à disposition des organisateurs, si nécessaire. Oui, c'est dommage. Et je ne t'entends pas là. Personne n'entend. N'entendez pas? Il aurait fallu s'avancer, puis au moins se mettre au centre. Parce que ils n'ont rien entendu. Mais tu veux dire maintenant ou après? Maintenant? Je suis pas le seul. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui disent qu'ils ne viennent pas dans ces réunions parce que c'est un confessionnal. Je vais essayer de parler fort. C'est-à-dire qu'on n'entend que des murmures. Et c'est la réalité. J'entends Et plus que aux monsieur, réunions et de pourtant j'ai un l'association, appareil. aux réunions de l'association, vous voulez dire? Je vous entends très bien. Monsieur, on pourrait se mettre devant. Non. Non, mais valide. Bon, alors, bon, je vais essayer de parler fort. Et c'est une invitation à ce qui va venir par la suite, ce qui adviendra. La présentation et ce qu'a envie de dire Marc Berdet. Et donc, voilà, j'avais envie de vous lire, comme un petit cadeau, je ne sais pas, le poème de Baudelaire, qui évidemment est quand même très important. D'abord, parce que évidemment Baudelaire est au cœur même du travail de Benjamin, et que évidemment, par voie de conséquence, il est également au cœur du travail de Marc Berdet. Tu évoquais, Jean-Pierre, les chiffonniers, et donc c'est le poème, Baudelaire a écrit un poème qui s'appelle « Le vin des chiffonniers ». Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère, dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferments orageux, on voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète, et sans prendre souci des mouchards, ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projet. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes, et sous le firmament comme un dais suspendu, s'enivre des splendeurs de sa propre vertu. Oui, ces gens harcelés de chagrin de ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge, éreintés et pliant sous un tas de débris, vomissement confus de l'énorme Paris, reviennent, parfumés d'une odeur de futaille, suivis de compagnons blanchis dans les batailles, dont la moustache pend comme les vieux drapeaux. Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux se dressent devant eux, solennelle magie. Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie des clairons, du soleil, des cris et des tambours, ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or, éblouissant pactole. Par le gosier de l'homme, il chante ses exploits et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence de tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil. L'homme ajouta le vin, fils sacré du soleil. Voilà, ça c'est le poème de Baudelaire, évidemment, dont Benjamin a beaucoup parlé. Et voilà, et comme une introduction, après cette invitation au voyage, on pourrait dire, pour prendre le titre d'un autre poème de Baudelaire, une introduction au livre de Marc Berdet, les premières pages du chiffonnier de Paris, Walter Benjamin et les fantasmagories.
sifflotant, le nez en l'air, distrait par les panneaux lumineux, fasciné par les modes nouvelles, un homme se promène au gré de ses rêveries, échappant, pensif aux nécessités capitalistes d'être utile. Grommelant, les soucis français scrutant le sol, obsédé par les recoins, les zones obscures, les objets abandonnés par la société, un autre fouine compulsivement sous les pas du premier, conférant une utilité nouvelle à tout ce qui ne sert plus. L'un est le flâneur, l'autre le chiffonnier. Le chiffonnier est tout autant détaché du monde commun que le flâneur. Ce monde fait de conventions, d'objets et de symboles utiles. Mais il a une logique bien à lui qui manque à ce dernier. Le flâneur est une figure romantique, ingénue, à la démarche rhapsodique. Le chiffonnier, une figure démoniaque, un obscur savant, au pas saccadé mais imperturbable. Le flâneur est désordonné, impulsif et ambigu. Le chiffonnier est méthodique, réfléchi et implacable. Le flâneur s'intéresse aux étoiles, aux symboles de souhait, à l'allégorie et au rêvoir. Le chiffonnier aux rêves brisés, qui gisent sur le macadam et non pas dans les étoiles, aux objets qu'il peut y collectionner, selon un ordre qui subvertit le fétichisme de la valeur d'échange. Les commentateurs ont bien remarqué l'intérêt de Benjamin pour le flâneur et sa tendance à se confondre avec lui. C'est probablement vrai du premier projet parisien de Benjamin, tel qu'il se présente d'abord sous l'influence d'Aragon et de Franz Hesse. Le flâneur, personnage hésitant au seuil de la modernité, permet aux philosophes allemands d'interpréter les fantasmagories du Second Empire qui transfigurent la ville industrielle en chambre ou en paysage. En la personne de Baudelaire, le flâneur cristallise les ambiguïtés d'une époque à la fois attirée par les marchandises et nostalgique d'une authenticité perdue. Benjamin lui-même flânait dans les passages couverts bordant la Bibliothèque nationale où il passait ses journées. Sur la trace des surréalistes, il cherchait à récupérer cette magie fantasmagorique d'antan pour la mettre au service de la Révolution. Mais le philosophe flânait aussi dans les brocantes, les puces et les librairies des bibliophiles, car il était aussi depuis longtemps un collectionneur. Il dénichait toutes sortes de livres, rares, illustrés pour enfants, de fous et d'objets, des jouets surtout en métal, en bois et même en papier mâché. La figure du collectionneur est par ailleurs centrale dans son analyse des intérieurs sous Louis-Philippe. Mais le collectionneur se cantonne au salon. Dans la rue, c'est le chiffonnier qui prend la relève. Ce collecteur de haillons lève l'ambiguïté politique du collectionneur, sentimentalisme, surréalisme, son ivresse est celle des barricades aux côtés du lumpen prolétariat. Le chiffonnier apparaît tardivement dans l'œuvre de Benjamin, mais il semble que le philosophe, mort avant d'enchever son œuvre, voulait lui donner une place décisive. Il compulse des récits de vie de chiffonnier et affecte à ce caractère social une catégorie dans ses notes, au même titre que le flâneur et le collectionneur. Parallèlement à l'intégration de la figure du Lumpensammler dans son travail sur Paris, Benjamin abandonne la démarche rhapsodique qui était la sienne jusque-là pour adopter une méthode plus systématique. C'est avec l'histoire sociale qu'il donne alors une ampleur plus sociologique à toutes les notes et citations collectionnées pendant des années. Il s'inspire en cela du collectionneur et historien Édouard Fuchs, auquel il consacre un article en 1937. Comme le chiffonnier ramassait les rebuts de l'industrie, Benjamin fait parler les haillons de l'histoire. Le personnage historique du chiffonnier vient non seulement se placer aux côtés de celui du flâneur en tant qu'objet d'étude de Benjamin, mais plus encore, il se voit élevé au rang de personnage épistémologique, livrant une clé susceptible d'ouvrir le mystérieux travail des passages, comme il faudrait l'appeler si l'on voulait suivre l'auteur. Voilà. Merci. Oui, j'ai voulu commencer cette réflexion sur la mémoire et le mémoriaux, parce que quand j'ai lu la revue Cité, où Marc a écrit un très bel article, j'ai été étonné parce que c'est très original, il s'oppose à la conception traditionnelle qu'on a des mémoriaux, qui concernent le passé, c'est une sorte de musée, alors que là, tu veux essayer d'établir une dialectique entre le présent et le passé.
Et donc, pour citer Anne Roche, il y a 15 jours à Portbou, elle a cité Pierre Nora qui disait, dans son livre Les lieux de mémoire, il disait si nous occupions nos mémoires, nous n'aurions pas besoin de créer des lieux de mémoire. Simplement, nous avons la mémoire courte et nous oublions les catastrophes, les idéologies qui ont créé tant de malheurs et l'avenir est bloqué. Voilà, donc on va parler de la mémoire, de ce devoir de mémoire. Madeleine. Elle veut intervenir après, je crois. Après Madeleine, tu parles après. Comme vous voulez. Oui. Oui, elle a changé d'avis, elle veut parler après. D'accord. On parlait de Alors, bon. Moi, je voudrais avant tout remercier l'association Walter Benjamin Sans Frontières et ses membres sans peur. Soyons bényaminiens sans peur du passage, pendant que d'autres en ont peur et veulent des frontières. Et donc, je voulais remercier le président de l'association, Jean-Pierre Bonnel, pour la sympathique organisation des événements de ces jours-ci, mais aussi des semaines qui ont précédé et de celles qui vont suivre, que j'ai pu suivre un peu à distance. Merci aussi à Anne Roche, qui n'est pas là, mais qui s'est donné la peine d'écrire cette belle présentation de mon travail, et à Dominique Delpirou, qui vient d'honorer mes textes en leur prêtant sa voix et son corps. C'est assez émouvant, parce qu'elle avait beaucoup travaillé ce début de ce livre, et c'était émouvant de l'entendre résonner ici. Et merci aussi à Madeleine Klaus, qui a eu la gentillesse d'échanger, d'entamer une discussion avec moi, un peu par email, sur ces thèmes-là. Je remercierai in vivo Pilar, qui est la série, qui est demain à Portbou, et les autres membres que je rencontrerai la semaine prochaine à Paris. Et alors l'adjoint au maire n'est pas arrivé encore. L'adjoint Olivier. À midi. Il travaille à la SNCF. Il vient à midi, il ne peut pas venir. Il est au téléphone. Il apportera l'apéritif. Bon, mais je remercie aussi André Bonnet, qui a bien voulu se donner la peine de faire le voyage depuis, je ne sais pas, Marseille peut-être. Non, c'est une catastrophe. Ah bon, ça va, c'était facile. Bon, alors il m'a été demandé de faire un discours autour de l'utilité d'un mémorial ici à Rivesaltes. C'est Jean-Pierre qui m'a demandé ça, et non moins de Portbou. Alors, il s'agirait, je ne sais pas, j'imagine d'un mémorial qui rendrait hommage aux juifs allemands qui fuyaient Hitler, mais aussi aux communistes, aux militants politiques, qu'ils soient allemands ou français, s'échappant peut-être du régime de Vichy, et aussi aux Espagnols républicains qui fuyaient, eux, en 1939, le général Franco, qui était arrivé à Barcelone. Cette vague d'immigration qu'on appelait la retirade à la retraite. Donc l'exposé que tu m'as demandé, c'était sur le thème des fantasmagories et de l'histoire, sur le problème de la mémoire politique et de la politique de la mémoire, et sur les présupposés d'une théorie matérialiste de la mémoire, telle celle que j'avais exposée dans la revue Cité, à partir de Walter Benjamin, mais dans mon cas, pour parler de la mémoire politique au Chili, parce que j'ai travaillé au Chili, et je travaille ensuite sur le Brésil, sur la mémoire politique en Amérique latine, et en l'occurrence au Chili, après le coup d'État du dictateur Auguste Pinochet contre l'Union populaire, et le président socialiste démocratiquement élu, Salvador Allende. Bon, c'était un vaste programme. À vrai dire, j'ai d'abord pensé à vous proposer une lecture collective d'un petit texte de Benjamin qui s'appelle Fouilles et souvenirs. Je l'ai là, dans l'image de pensée. Dans l'image de pensée. Oui, très beau texte. Un très beau texte qu'on pourrait aussi traduire par excaver et se souvenir. C'est un texte du début des années 30 où Benjamin développe un peu une réflexion sur la mémoire autour de ses propres souvenirs d'enfance qu'il commence à collecter à la manière de Proust un peu et qui est une sorte de document préparatoire et personnel à son grand concept qui surgit à la toute fin, son grand concept de la mémoire, Eingedenken, qu'on traduit habituellement par remémoration, pour montrer une proximité avec les pratiques de commémoration, mais aussi pour montrer comment la remémoration s'en distingue. Donc, ce texte a été publié dans ce recueil, Images de pensée, qu'on aurait pu appeler aussi Images pensantes, parce que c'est Denkbild, et on pense toujours par image. Un recueil dans lequel un certain nombre d'images littéraires et de métaphores poétiques donnent en effet à penser, ce qui montrait bien Benjamin à l'œuvre.
Il a été publié aussi dans une version retravaillée par Benjamin dans les chroniques berlinoises. Chroniques berlinoises qui ont été elles-mêmes reprises dans Enfance berlinoise. Donc on a 2-3 versions. Dans ces dernières, on voit un peu le motif biographique par le contexte, les souvenirs de l'enfance, mais retravaillant plus encore l'image de l'archéologue dans le travail de révélation du passé et dans la nécessité de laisser voir la marque du présent dans l'excavation du passé, au moment de l'excavation du passé. Le lieu du présent, là où les souvenirs, le passé a été enterré. Bon, j'aimais bien cette idée de lire un texte ensemble. Finalement, je ne l'ai pas pris, il est resté à l'hôtel d'ailleurs. Mais je peux vous le distribuer, le communiquer par mail. J'ai fait une espèce de patchwork entre les différentes versions avec des notes sur l'allemand. Et j'aimais bien cette idée de lire un texte ensemble qui marque l'humilité devant ces textes si denses et si poétiques, toujours difficiles. Ils sont toujours difficiles même pour moi. Chaque fois, j'ai un ami et collègue, un grand benjaminien, Irving Wolfhard, qui pourrait mériter un prix d'ailleurs. Avant qu'il est très âgé, il n'a pas publié ces textes sous forme de livres. Ils sont éparpillés un peu partout parce qu'il a une relation un peu névrotique avec le fait de terminer, de publier un texte. Mais il écrit des choses magnifiques. Il a été un peu moteur pour toute une génération. Et lui a l'humilité de dire qu'on est toujours un débutant face au texte de Benjamin. Même si on a beau les fréquenter, être familier à un moment donné, à chaque fois il y a on prend des cours à chaque fois. Une stupeur, le texte qui résiste comme ça. Donc ça aurait été un geste de lecture collectif, un geste talmudique, peut-être, de décryptage et de confrontation des interprétations, mais qui respecte pour Benjamin la hiérarchie des interprétations au sens le plus basique, dont le premier est pour Benjamin marxiste, c'est-à-dire en termes de lutte des classes, de lutte sociale, qui est la première couche qu'il faut traverser si on veut arriver à des couches plus profondes. C'était une polémique entre lui et Scholem et d'autres amis sionistes, par exemple. Ce geste, donc à la fois talmudique et, disons, matérialiste, me paraissait aussi beaucoup plus benjaminien, ouvert à l'histoire et à ses différentes directions, qu'un geste de discours, qu'il soit politique ou en chair, qui consiste à vibrer au son d'un message politique ou à recueillir passivement la parole du maître. Mais en étudiant le texte, et si je vous raconte cela, c'est parce que c'est une expérience de lecteur de Benjamin qui est toujours intéressante. Et en étudiant ce texte, je me suis rendu compte, et une fois n'est pas coutume, on est vraiment des grands débutants à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il fallait le déployer dans tous les sens, discuter chaque mot, circuler entre les différentes versions, ce qui faisait un certain patchwork, un palimpseste d'images de pensée, un beau patchwork à vrai dire, mais un patchwork un peu labyrinthique. Il fallait circuler entre les différentes versions, entre les différentes traductions, ce qu'il faut toujours faire avec Benjamin, se remettre à l'épreuve, parce qu'il travaille vraiment le texte, assis à la 6. On connaît le texte d'Arendt qui dit que Benjamin n'était pas vraiment philosophe, n'était pas vraiment poète, n'était pas vraiment traducteur, mais qui faisait un peu tout ça à la fois. Et son amante assis à la 6 avait répondu d'une certaine manière en disant qu'il était avant tout un amoureux des mots. Et je pense que ça résume bien. Il y a un tel travail sur la langue pour produire des images de pensée, des images pensantes, des pensées d'images, que finalement l'exercice démocratique de lecture collective risquait de devenir un exercice philologique interminable qui allait obliger les compétences, c'est-à-dire moi, à se révéler en autorité, ce que je ne voulais pas faire à la base. Et puis finalement, j'ai eu peur de ne pas avoir le temps, parce que si on commence à ouvrir un texte de Benjamin, on peut y passer la journée. Donc, j'ai préféré vous proposer un concept pour vous aider à penser un mémorial, concept que je tirerai à partir d'un seul mot de Benjamin, un seul, je promets, mais que je dois pourtant citer en allemand, c'est ce fameux concept de Eingedenken, qu'on traduit normalement par remémoration, qu'un ami italien, Stefano Marchesoni, a proposé de traduire, créant un néologisme dans les langues latines similaire au néologisme allemand, par immémoration. Bon, je reviendrai dessus. Moi, je proposerais de le traduire de manière peut-être plus simple et plus commode, c'est-à-dire plus maniable, par réminiscence. Donc, à partir de ce concept, à l'origine un néologisme en allemand, et de l'idée qui la soutient, celle de l'immémoration ou de la réminiscence, je vais proposer un concept alternatif à celui qui domine lorsqu'on crée des mémoriaux, que tu disais en introduction. Donc ce concept qui surgit presque automatiquement, dès qu'on se propose de construire un mémorial,
autour de telle ou telle chose, tel ou tel événement du passé. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, par exemple en Amérique latine, au Chili, au Brésil, en Argentine. Ce concept qui fait autorité et qui s'impose naturellement, sans avoir été questionné, hélas, au préalable, c'est le concept assez normatif de lieu de mémoire. Lieu de mémoire, très souvent lié à l'idée plus normative encore de devoir de mémoire, ce qui donne un poids, un volontarisme très fort lorsqu'on se penche sur le passé. Alors on sait que le lieu de mémoire est lié au projet éditorial de Pierre Nora, qui a commencé dans les années 80 et qui s'est terminé en 92, dans lequel Pierre Nora, historien et éditeur, surtout éditeur d'ailleurs, avec une très belle plume, a réuni une pléiade d'historiens autour de ce titre, les lieux de mémoire, pour écrire une histoire de la France telle qu'elle était déposée sous forme mémorielle dans tout type d'artefacts, que ce soit le monument aux morts, les cimetières, mais aussi les manuels scolaires, les chansons populaires, etc. Donc, comme dans mon article pour la revue Cité, j'opposerai à ce concept de lieu de mémoire, qui me semble daté, c'est-à-dire symptôme d'une autre époque, et d'une conscience de l'histoire passée, dont je reviendrai un peu plus tard, j'opposerai donc à ce concept de lieu de mémoire un autre concept, de mon cru, celui-là, les benjaminiens toujours, le concept d'espace de réminiscence. Donc ça, c'est la proposition que je ferai, dans le sens d'une petite réflexion à laquelle j'aimerais vous inviter, réflexion sur la différence entre espace de réminiscence et lieu de mémoire, différence donc espace et lieu, et différence aussi entre réminiscence et mémoire, de manière à avoir une sorte de guide pour pouvoir penser, concevoir un mémorial. Et à vrai dire, il s'agit moins d'un guide au sens d'un concept à appliquer qu'un guide au sens d'une borne de guidage, si vous voulez, comme sur les chemins de montagne, comme sur ce fameux chemin entre Banyuls et Cordoue, dont on fera peut-être un bout cet après-midi, un marqueur qui permet un peu de se défaire de l'autorité, de l'idée du lieu de mémoire, pour ouvrir des pistes vers d'autres horizons, d'autres paysages de la mémoire. Donc espace de réminiscence et lieu de mémoire, ces deux concepts, sorte de bornes sur un sentier de montagne, ou guides dans les paysages de la mémoire, se révèlent l'un par l'autre, par contraste. Alors que le lieu renvoie généralement à une géométrie statique, homogène, rassurante, l'espace renvoie plus sûrement à une géométrie dynamique, conflictuelle et inquiétante. Les lieux, on pourrait dire, ne sont jamais très loin du petit coin, là où on se sent en sécurité par excellence. Enfin bon, au moins pour les hommes, pour les femmes, il paraît la salle de bain, en tout cas pour les victimes de la partition genrée de l'espace domestique. Et les lieux se déploient dans leur magnificence aux quatre coins du monde, au sein de la plupart de l'homme, siècles posthumes. L'église, le temple, la synagogue, la mosquée, tout cela, ce sont des lieux par excellence. On pourrait citer encore la hutte, le tipi, ou la cabane du chasseur chrétien dans le fin fond de la forêt noire, en hommage ironique à Heidegger, qui était l'adversaire philosophique et politique de Benjamin. Donc Heidegger a écrit un texte expliquant pourquoi il n'allait pas rester à Berlin, pourquoi il allait se retirer en Bavière, alors que c'est un geste que n'aurait jamais fait Benjamin, évidemment, qui était cosmopolite et un homme des villes par excellence, comme Baudelaire d'ailleurs. Et un homme, je dirais, de l'espace plutôt que du lieu. Et par opposition au lieu, l'espace commence, si l'on veut, avec l'espace de travail, pour prendre une situation commune, il s'ouvre sur ce qu'on appelle aussi les grands espaces. Moins chargé d'identité, il est plutôt chargé de conflits en puissance et est exposé à tous les vents, y compris les vents de l'histoire. Il est plus neutre, parce qu'il est moins identitaire que le lieu, mais il est la géométrie où viennent s'affronter des options différentes sur la vie, la communauté et la politique. La fonction du lieu, on pourrait dire, est de souder la communauté autour du même totem et des mêmes tabous. Souvent clos, le lieu raconte, sur ses parois et dans sa disposition spatiale, l'histoire de la communauté, favorisant l'échange intergénérationnel, incitant à l'élévation, transmettant le mythe fondateur du groupe jusqu'aux plus jeunes, sous différentes formes. L'espace, au contraire, n'a pas vraiment de fonction, il est la géométrie du passage, du transitoire, du mouvement, y compris du double passage, comme les Espagnols dans un sens, les Juifs allemands dans l'autre sens,
du transit multidirectionnel et du mouvement contradictoire. Alors Marc Augé, probablement vous connaissez, l'anthropologue qui a été célèbre pour un petit livre intitulé « Non-lieu », a insisté sur ces espaces transitoires. Les parkings, les échangeurs d'autoroutes, les gares, les centres commerciaux. Pour lui, ces espaces modernes et même modernistes, il n'y a ni ornementation, ni symbolique liée à eux, parce qu'ils sont purement fonctionnels, c'est-à-dire que les formes correspondent strictement à leur fonction physique, économique même, mais pas symbolique. Ces espaces nus, dénués de sens autre que celui de la circulation et de la consommation, sont le contraire des lieux. Ils n'ont pas, affirme Marc Augé, de dimension anthropologique forte, ne délivrent aucun sens pour la communauté et sont en quelque sorte les icônes du vide de sens propre à l'homme moderne. Donc ça va m'amener à l'affect principal lié au lieu et au lieu de mémoire. Et on va voir qu'il y a un autre affect opposé dans les lieux de réminiscence. Cet affect principal lié au lieu et au lieu de mémoire, c'est la nostalgie. Marc Augé, tout comme Pierre Nora et d'autres encore avec lui, pas nécessairement les historiens qui étaient embarqués dans le projet de Pierre Nora, parce que Pierre Nora était assez proche de la micro-histoire, travaillait sur des artefacts, comme par exemple les manuels scolaires sur lesquels on ne travaillait pas beaucoup, donc il avait un geste très moderne, comme ça, très novateur, mais dans l'intention éditoriale, il y a quelque chose de beaucoup plus traditionnel, on va dire. Donc Marc Augé, Pierre Nora, d'autres encore, avec lui, avec eux, a une conception de l'histoire de la mémoire teintée d'une certaine nostalgie, comme ça. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des lieux, et même mieux que des lieux. Nora disait qu'il y avait des milieux de mémoire, pour reprendre dans une belle formule. Et comme il n'y a plus ces milieux de mémoire dans lesquels on serait tous immergés, ces centres qui s'étendaient en quelque sorte partout pour transmettre le sens de la communauté, il faut au moins, pour Pierre Nora, faire des îlots. Des îlots, et ces îlots, ce sont les lieux de mémoire. Et à mon sens, ce concept, mobilisé par Marc Augé comme Pierre Nora, dans des disciplines aussi différentes que l'anthropologie et l'histoire, mais au même moment, 1992, c'est la date de publication du livre de Marc Augé, Non-lieu, mais c'est aussi la date de publication du dernier ouvrage de Nora sur les lieux de mémoire. Donc, ce concept est chargé d'une certaine nostalgie des lieux, en ce que pour eux, les lieux étaient autrefois les parties émergées des icebergs, immergées, sur lesquelles était fondée la communauté. Nostalgie à laquelle répond, dans le cas de Nora en particulier, la nécessité de reproduire ces lieux, mais cette fois en tant qu'îlot sur la mer de l'oubli, qui serait la maladie de l'homme moderne, toujours en mouvement. Comme il n'y a plus de milieu de mémoire, comme les lieux ne sont plus les marqueurs de ces milieux, mais des îlots perdus, il faut renforcer ces lieux, les multiplier, afin d'éviter les naufrages, et notamment les naufrages dans la barbarie. Donc le concept de lieu de mémoire est assez symptomatique d'une conscience du temps, peut-être celle des années 90, qui a perdu de son optimisme, qui a perdu de sa confiance dans le concept de progrès, dans l'idée de progrès, qui est ébranlé face à la vitesse de la vie moderne, à la perte de repères, à l'affaiblissement des identités et du roman national, dans le cas de Nora. Cette conscience du temps est nostalgique, en ce qu'elle tente de refaire le tissu de l'identité nationale à partir de l'évocation de grandes idées, de grands événements de la France, qui passent par le repérage et le renforcement, voire la création de lieux où l'on peut se recueillir pour se souvenir des grands faits marquants et des grands héros de la nation. Alors le concept d'espace de réminiscence que j'aimerais proposer ici peut bien partager ses inquiétudes quant à la disparition de la mémoire. Mais il est bien plus attentif, je crois, à ce qui a été refoulé du regard des historiens et peut-être même de l'humanité en général. Il y a un ton plus analytique, on pourrait dire, parce qu'on a un psychanalyste présent ici. Et on peut dire que le concept d'espace de réminiscence sera peut-être, a posteriori, le symptôme d'une relation au temps non plus seulement inquiète, qui commence à s'inquiéter de quelque chose qui se défait et qui veut recréer ce tissu du social, non plus seulement inquiète, mais résolument soupçonneuse, qui se méfie de l'idéologie du progrès, qui se méfie de l'idéologie du progrès comme de la peste, qui a perdu toute confiance en la flèche du temps, ça c'est peut-être notre présent, face aux catastrophes
écologiques et politiques qui sont devant nous, et qui comptent sur les ressources du passé, non pas pour renforcer la flèche, comme voudrait le faire Pierre Nora, en l'occurrence la flèche de la Troisième République, qu'il aurait fallu récupérer, mais pour la faire dévier, au contraire, pour trouver l'amorce de déviation dont notre présent a besoin pour pouvoir se sauver lui-même. Donc le concept d'espace de réminiscence rend aussi attentif à ce qui, dans une tragédie humaine, disparaît derrière le paradigme de la mémoire, alors en vogue, qui en dépend toujours du présent pour aller se remémorer des éléments du passé. On pourrait reprendre un exemple qui est souvent évoqué par Enzo Traverso, qu'on a cité, un autre grand benjaminien, un juif communiste, par exemple, ayant survécu tant bien que mal aux violences nazies, dirait plus facilement dans les années 50 avoir été persécuté en tant que communiste, mais plus facilement dans les années 90 avoir été persécuté en tant que juif. Ce glissement est légitime parce qu'il est l'effet de la libération d'une parole de souffrance bloquée dans l'histoire, celle du traumatisme inédit des Juifs, et en ce qu'il est l'effet aussi de la perte de prestige liée au communisme depuis la découverte des atrocités du stalinisme, les goulags, la publication des livres de Solzhenitsyn par exemple. Mais ce glissement a le désavantage de faire disparaître le vaincu de l'histoire au profit de la victime de l'histoire. Or, un vaincu, c'est quelqu'un qui a perdu une bataille, qui s'était engagé dans un processus historique pour en infléchir le cours, pour ouvrir l'histoire dans d'autres directions. Et au contraire, une victime, c'est quelqu'un qui a été le jouet du sort, comme on peut l'être d'une catastrophe naturelle. Donc il y a là un risque de naturaliser l'histoire et même peut-être de fonder une communauté sur un traumatisme historique qui, de n'avoir pas été élaboré, Durcharbeit, dit Freud, travaillé à travers, réfléchi et contextualisé, un traumatisme historique qui se trouve renvoyé à une dimension mythique et fondatrice. Bref, on peut fonder un destin communautaire sur un mythe à partir d'une souffrance originelle qui n'a pas été élaborée. Ça, c'est le risque du lieu de mémoire dans son pendant le plus dramatique, celui d'immobiliser l'histoire dans un traumatisme originel, ce qui serait un peu la face obscure du volontarisme de Pierre Nora, qui voulait, lui, immobiliser l'histoire dans des hauts faits originels, ce qui faisait disparaître au passage, on lui a beaucoup reproché, tout ce que le travail de mémoire, son travail de mémoire, refoulé dans l'obscurité, en particulier les souffrances liées aux colonies françaises, qui sont totalement absentes de son livre, et les répressions sanglantes des ouvriers révolutionnaires, on a vu la statue de Blanqui tout à l'heure, tout au long du XIXe siècle, jusqu'à la Commune de Paris, tache de sang sur le drapeau tricolore, qui ne fait l'objet d'aucune entrée dans son ouvrage monumental de mémoire. Donc pour le résumer en un point, on peut dire que le concept de lieu de mémoire provient d'une position idéaliste. J'ai une certaine idée de la France, et je vais la concrétiser dans l'espace, sur une place, dans un cimetière, un mémorial, ou à quelque autre lieu symboliquement marqué, symboliquement marquant, et qui marquera les générations futures. C'est peut-être d'ailleurs aussi pas forcément l'idée de la France, hein, ça c'est ce qui est chez Pierre Nora, ça peut être une idée du communisme, ou du stalinisme, qui ne sont pas toujours exempts, et Benjamin était assez critique de certaines postures aussi, qui ne sont pas toujours exempts d'idéalisme, voire de monumentalisme, c'est-à-dire d'idéologie et d'orthodoxie. Mais pour ce qui concerne le lieu de mémoire, l'important est d'avoir une certaine idée, une idée fixe de préférence, de la cristalliser dans une pierre, un bâtiment, une installation quelconque, dans l'espoir de pouvoir édifier ses contemporains et surtout les générations futures. C'est un dispositif d'autorité, pour ne pas dire autoritaire, autorité du passé sur le présent, mais qui est en réalité une autorité du présent sur le passé. Parce que c'est au fond le présent qu'on juge volatile, fluide, mobile et complexe, qui plonge dans le passé, un passé qu'on juge solide, fixe, immobile et simple, pour en extraire ce qui servira dans le présent à édifier le peuple. Le présent plonge dans le passé avec une certaine idée en tête, à ramener dans le présent pour solidifier la communauté. Alors le concept d'espace de réminiscence, au contraire, proviendrait plutôt par opposition, je rénove un peu les
position idéaliste et matérialiste, là, en relation avec la mémoire, d'une position matérialiste. C'est-à-dire que je n'ai pas d'idée préconçue de la France, ou du passé, ou du communisme, et je consens à m'immerger dans les moments éparpillés du passé, un passé fragmentaire, mouvant et complexe, alors que le présent est au contraire trop sûr de lui, trop simple et trop immobile. C'est la révolution copernicienne dont parlait Benjamin. Copernic avait observé que ce n'était pas la Terre le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Benjamin traduit ici ce mouvement à l'échelle de la mémoire, de la relation du passé et du présent. C'est-à-dire que dans l'ancienne conception, qui est encore celle du lieu de mémoire, le présent est complexe et mobile et tourne autour d'un passé qui, lui, serait simplifié et immobile. La révolution copernicienne, dans la nouvelle conception, celle de Benjamin, qui pourrait être déposée dans le concept d'espace de réminiscence, c'est au contraire le passé qui est complexe et qui est mobile et qui tourne autour d'un présent, qui tourne autour de nous, hein, comme chez Proust. Proust décrit très bien tout ça, ce passé qui vient se rappeler à nous, qu'on ne maîtrise pas. C'est le passé qui tourne autour d'un présent qui est trop simple et trop immobile. Cette conception est matérialiste, alors dans un sens plus élaboré que les sens traditionnels, un sens déjà benjaminien, au post-benjaminien, dans le sens où ce n'est plus l'idée du présent qui va chercher dans le passé de quoi se solidifier, mais que c'est au contraire la matière du passé qui vient heurter le présent et qui vient l'inquiéter. C'est en quelque sorte le passé qui frappe le présent avec des matériaux imprévus, fracturant la communauté au lieu de la solidifier, en lui présentant des inachevés de l'histoire, des chemins à reprendre, à continuer, comme ce chemin entre Van Nuys et Portbou. En ce sens, l'affect dominant des espaces de réminiscence n'est pas la nostalgie, mais c'est un autre type de sentiment tragique lié au passé, celui de la mélancolie, une mélancolie qui est la mélancolie des luttes perdues, des rendez-vous manqués de l'histoire, d'interruption d'un mouvement qui a intensifié sa relation avec le bonheur, les possibilités de bonheur, les possibilités de justice des hommes et des femmes sur cette terre. Une mélancolie qui n'est pas cette mélancolie de poseur que critiquait Benjamin, hein, parce que Benjamin a utilisé le terme mélancolie de gauche dans une intention polémique pour critiquer les intellectuels de pseudo-gauche qui se positionnent sur le marché littéraire et vendent comme ça leurs produits. Une espèce d'esthétisation de la misère, esthétisation de la souffrance. Donc ce n'est pas cette pseudo-mélancolie d'un intellectuel qui a des produits à vendre sur le marché et qui s'est engagé dans une niche. Ce n'est pas non plus la mélancolie qu'on pourrait dire un peu pathologique, liée à une perte d'une identité politique, d'une rhétorique dogmatique par exemple, à laquelle on pourrait s'approcher de manière pathologique, en la répétant dans le vide, tout en regrettant le contexte d'élocution qui lui donnait sens. Par exemple, la mélancolie du moment du rideau de fer, où les conflits étaient bien clairs entre la Russie et les États-Unis, les positions de chacun étaient bien claires. On peut imaginer des staliniens comme ça qui répètent leur regret de cette période où on savait pourquoi lutter et contre qui lutter, qui le répètent en faisant abstraction de la réalité telle qu'elle est. Non, pour Benjamin, il s'agit ou à partir de Benjamin, hein, il s'agirait plutôt d'une mélancolie liée à un manque. Donc non pas une perte, à quelque chose qui n'a jamais eu lieu et qui aurait pu avoir lieu. Une tristesse donc irrésoluble, parce qu'elle ne peut pas faire le deuil de ce qu'elle n'a jamais perdu, parce qu'elle doit vivre avec la morsure de l'absence. C'est la mélancolie du non-advenu, non pas du perdu, mais du manqué, du raté, non pas de la perte, mais de l'absent. Et bon, j'ai visité par exemple l'ex-ESMA, qui était l'école militaire dans laquelle il y a eu des disparitions et des tortures à Buenos Aires, en Argentine, pendant la dictature. Et ce qui était émouvant, c'était pas tant ou pas seulement le souvenir d'un passé douloureux, mais le long du chemin, en fait, il y a des portraits de militants, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément militants, mais qui pouvaient être des proches, des personnes un peu engagées. Et ces portraits disent, il aimait la musique, il aimait s'habiller de telle et telle manière, il aimait aller dans tel et tel café,
Et il était porté par certaines idées, certains idéaux. Et ce qui est émouvant, c'est ça, ce sont les trajectoires interrompues, ce sont les futurs perdus, plus que la souffrance, le traumatisme en tant que tel. Et c'est cette mélancolie que les espaces de réminiscence peut-être peuvent faire survivre. Donc c'est tout cela, et je me permettrai de conclure là-dessus, que comprend le concept de Eingedenken de Benjamin, que l'on traduit normalement par remémoration. Et c'est une traduction courante dans les langues latines, en français, en espagnol, en portugais et même en anglais. Elle a l'avantage de résonner avec commémoration, tout en marquant une différence. Mais pourtant, remémoration évoque, à mon avis, immédiatement l'idée d'un acte volontaire et individuel. C'est-à-dire, attends, je fais l'effort de me remémorer, je me déplace mentalement dans le passé, et j'essaie d'atteindre l'objet que j'espère pour pouvoir le ramener dans le présent. Et lorsqu'il utilise le terme de remémoration, d'ailleurs, Paul Ricoeur, autre grand philosophe, grand penseur de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli, la mémoire, histoire et l'oubli, c'est la triade qui forme le titre de son grand livre, Ricoeur évoque précisément ce mouvement individuel et volontaire lorsqu'il utilise le terme remémoration. Or, c'est exactement le contraire qu'il s'agissait d'évoquer. Pour Benjamin, le Eingedenken, c'est un acte collectif de mémoire, comme dans une commémoration, oui, mais c'est aussi un acte involontaire. On est saisi par un passé qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc le néologisme que Benjamin forge, le marque, et Madeleine Klaus, ici présente, me corrigera si je me trompe, en mémoire de, c'est zum Gedenken an, et une minute de silence, c'est eine Minute stillen Gedenkens. Le Gedenken de Eingedenken renvoie donc à des situations de recueillement collectif. Maintenant, le Ein de Eingedenken, puisque Benjamin fait un néologisme, donc il ajoute une racine à un mot allemand, ce que l'allemand permet facilement, sans trop de problèmes, sans bizarrerie, mais qui, évidemment, si on veut traduire le néologisme, ça devient très bizarre en français, par exemple. Le Ein, c'est un préfixe qui correspond, dans ce cas-là, à notre préfixe im, comme dans immersion. Dans Eingedenken, on peut entendre donc une sorte d'immersion dans la mémoire, un peu comme un plongeur s'immerge dans les profondeurs des mers. Et c'est immergé dans ces profondeurs que le plongeur découvre un trésor, une ruine, voire les restes d'une ville oubliée. Plus exactement, c'est immergé dans ces profondeurs qu'un trésor, qu'une ruine, que les restes d'une ville oubliée se rappellent à lui. C'est déjà un peu différent. C'est là, à mon avis, qu'on a toute la saveur du concept de Eingedenken et qu'on peut modifier notre conception de la mémoire et des lieux de mémoire en direction du concept d'espace de réminiscence. Ce n'est pas le sujet, le présent, qui se rappelle de quelque chose, c'est l'objet, le passé, qui se rappelle à lui et qui se rappelle au présent. Remémoration n'est pas, comme ça, ainsi le meilleur terme pour traduire un processus à la fois tant éloigné de nos représentations spontanées de la mémoire et en même temps si proche de notre expérience concrète de la mémoire. Et nous tous, on a tous été un jour saisis par un goût. Alors la Madeleine de Proust également, j'ai ramené la Madeleine de l'hôtel pour illustrer. La Madeleine de Proust, une odeur, une musique qui fait irruption tout à coup dans notre présent et qui nous rappelle un passé enseveli. Là, c'est un passé qui s'impose à nous. Ce n'est pas nous qui nous imposons à ce passé. C'est pourquoi la traduction de Eingedenken par remémoration ne me paraît pas idéale, même si je sais bien sûr qu'une traduction, et on sait, surtout avec Benjamin, qu'une traduction idéale n'existe pas. Et c'est pourquoi un de mes amis benjaminiens, Stefano Marchesoni, a proposé de traduire Eingedenken par immémoration. Donc immersion, remémoration. Une traduction intéressante parce qu'elle rappelle qu'il s'agit d'un passé par immersion et qui indique par sa bizarrerie, en imitant un peu le néologisme de Benjamin, un phénomène bizarre et pourtant familier. Se souvenir d'un passé que l'on n'a pas vécu, un peu comme le narrateur proustien à la fin de la recherche du temps perdu. Il se retrouve tout d'un coup immergé dans un passé qu'il recherchait et qui n'est pas le passé qu'il a vécu, qui est le passé qu'il a en quelque sorte rêvé. Il faut noter au passage que Benjamin avait lui-même proposé,
en français une traduction au terme de Angedenken. Il avait proposé le terme inusité et assez antique de souvenance, qui est un beau mot, s'entend peut-être que par la venance, si on veut, c'est le passé qui vient au présent et pas l'inverse. Comme quand on dit « t'en souviens-t-il », c'est pas moi qui décide, c'est ce passé qui se souvient à moi. Et bon, je propose, quant à moi, en tout cas dans l'exercice qui m'a été imposé par un gentilhomme, de traduire ce concept par réminiscence, sans néologisme, mais en faisant ressortir un peu les accents proustiens de cette conception de la mémoire, et de passer ainsi des lieux de mémoire rigides et fixes aux espaces de réminiscence fluides et mobiles. Voilà, bon, c'est pas une conception prête à penser, hein, ni un mode d'emploi, mais plutôt une boussole, évidemment, qui permet de penser un mémorial qui ne consisterait pas en une prédation du présent sur le passé, mais au contraire, une interpellation du présent par le passé. Un mémorial qui n'immobiliserait pas le visiteur dans une attitude de vénération face aux grands achèvements de l'histoire, mais qui au contraire le mobiliserait dans une attitude de disponibilité face aux inachevés de l'histoire, qui ne transformerait pas ainsi cette histoire en un mythe par le biais d'un traumatisme ou d'un grand fait fondateur de la communauté, mais qui au contraire ouvrirait l'histoire en transmettant aux visiteurs une possibilité de reprise de ce qui a été inachevé dans l'histoire. Merci. Souvenir comme je suis depuis Bordeaux. Désolé pour le travail, Marc Leloup. Ah, d'accord, enchanté, pas de problème. Mais bonjour tout le monde, déjà venu m'excuser pour ce retard et excuser l'absence de monsieur le maire qui venait être là. Mais il était dès ce matin à 9h, il y avait la réunion de tous les maires du département à Prades. Donc c'était prévu à 9h30, il devait vous recevoir à 9h. Mais tout a été avancé de demi-heure parce qu'il y a des manifestations cet après-midi. Donc déjà je porte et je présente ces excuses. Et je suis heureux de vous accueillir à Bagnols-sur-Mer et au sein de cette mairie pour ce prix qui est quand même, comme son nom l'indique, un prix européen. Donc comme on est ouvert dans l'Europe, enchanté. Voilà. Je dis souvent, il n'y a pas de hasard dans la vie. Walter Benjamin a fui le nazisme, traversé les frontières et est venu mourir de l'autre côté à Portbou. Et à l'heure actuelle, moi personnellement, je suis très blessé de ce qui se passe en Catalogne et de toute cette répression. Donc forcément, je fais ce lien avec le prix Walter Benjamin et la répression qu'il y a à l'heure actuelle de l'autre côté des Pyrénées, juste là, à quelques dizaines de kilomètres. Voilà. Donc merci à tous et bienvenue à Bagnols-sur-Mer. Je sais pas, en fait, j'étais donc, c'est l'idée de Jean-Pierre d'articuler un peu ces idées développées dans l'article, un peu théoriques, hein, qui s'articulent surtout autour d'un film, autour d'une méthode de film, à un lieu authentique. Et là déjà, il s'agit avec Rivesaltes d'un lieu de mémoire authentique, ce qui n'est pas toujours le cas pour les lieux de mémoire. Par exemple, le grand débat en Allemagne, c'était la grande installation du mémorial de la Shoah à Berlin, parce que justement, il s'installait sur un lieu non authentique. Ce n'était pas un lieu où se passait, enfin à Berlin il se passait plein de choses, mais ce n'était pas un lieu authentique de mémoire. Le Rivesaltes, c'est un lieu authentique de mémoire. À vrai dire, je ne suis pas trop autorisée à parler. Enfin, je travaille, je milite depuis 20 ans. J'ai milité dans les actions pour qu'un lieu de mémoire, un mémorial se fasse sur ce lieu. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient dire, bon, à vrai dire, tous ces lieux de mémoire, il vaut mieux des espaces de réminiscence, ça fait un peu tilt avec une militante qui était donc à l'origine d'une construction d'un lieu de mémoire.
Maintenant, il s'agit avec Rivesaltes d'un lieu de mémoire vraiment très particulière parce qu'il y a une sorte de millefeuille de mémoire. Hein, parce qu'il y a, vous avez cité les Juifs et les Espagnols, et c'est hélas loin d'être la totalité des personnes concernées par ce lieu d'internement. Il y a déjà 3 guerres qui sont concernées par ce lieu, c'est-à-dire la guerre civile espagnole, la Deuxième Guerre mondiale, et après il y a aussi les harkis qui sont internés là-bas, donc la guerre d'Algérie. Et entre-temps, pour pas que ça soit trop facile, donc pendant qu'il y a les Juifs et les Espagnols, il y a aussi des nomades, hein, donc des gitans ou tziganes, hein, qui sont en même temps. Ça augmente déjà énormément les populations concernées. Et pour ne pas rendre ce lieu trop facile, et je crois qu'il ne risque pas de se figer trop, hein, parce que c'est ça le problème de la mémoire ou du passé qui se fige trop, parce qu'il y a aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a les prisonniers de l'Axe, ceux qui sont très peu d'Italiens, mais beaucoup d'Allemands, des nazis. Donc, comment créer un lieu de mémoire autour des destins, si on parle des personnes, mais aussi autour des histoires, de l'histoire, qui est concernée par ces différentes couches d'internement, ou qui sont pas qui se passent en même temps parfois. Donc un lieu extrêmement complexe. Et je crois que le paradigme qui est derrière de tout, pour Pierre Nora aussi, ou même moi je suis professeur à l'origine, et donc j'ai commencé travailler pédagogiquement autour de ce lieu, et toujours dans un contexte européen, et toujours dans un contexte lié à l'actualité, au présent. Donc déjà, on n'a pas cette dichotomie entre le présent et le passé. Mais le paradigme derrière tout ça, aussi derrière ce travail pédagogique, c'est on peut apprendre de l'histoire. Il me semble que c'est ça qui est le moteur aussi derrière toutes ces actions. Et je pense que c'est ça qui est aussi surtout dépassé. Je crois qu'aujourd'hui, je peux parler là très personnellement, je ne peux parler que personnellement parce que je ne peux pas présenter une réflexion autour de ça. J'ai vu beaucoup, donc depuis que je milite pour ce lieu de mémoire, j'ai voyagé en Europe et j'ai visité beaucoup de lieux de mémoire. J'arrive de Bosnie et de Croatie là, pour visiter des lieux de mémoire et travailler avec des concepteurs. Donc j'ai beaucoup réfléchi, mais je ne pourrais pas du tout présenter une conception. Mais ce que je peux dire personnellement, j'ai donc commencé il y a une vingtaine d'années. Rivesaltes était un tabou local, à militer pour un mémorial, et avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de conviction aussi, avec beaucoup de monde derrière qui nous investissait de cette mission. Et je dois dire que je suis aujourd'hui très contente du choix d'architecture qui a été prise pour le mémorial là-bas, et aussi pour la gestion actuelle de la politique du mémorial, parce qu'elle est très centrée vers les arts, et je pense que c'est important dans ces lieux-là, et aussi très soucieux d'articuler ce qui s'est passé là-bas avec le présent. Maintenant, j'y vais avec beaucoup de difficultés aujourd'hui, parce que je n'aurais jamais pensé, quand je militais il y a 20 ans, sur ce lieu, sur un lieu d'internement, où les victimes étaient internées, des juifs parce qu'ils étaient seulement juifs, enfin pas pour les actes qu'ils ont commis, pour les êtres qu'ils étaient. Et je suis absolument scandalisée, et j'aurais jamais pensé, il y a 20 ans, qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation
Ou peut-être il faut se poser la question, est-ce que notre énergie, il ne faut pas la mettre dans le présent, qui reproduit des situations qui sont tellement semblables. Aujourd'hui, il y a actuellement une excellente exposition de photographie de l'époque dans ce lieu, à Rivesaltes. Et quand on regarde les photos qui ont été prises pendant la période surtout des Espagnols et des Juifs, mais on a absolument l'impression que ça pourrait être des photos d'aujourd'hui. Et moi, je dis, quand je vois Calais, des photos, des films, etc. de Calais, je me dis que c'est... La phrase d'une maman, d'une amie qui était aussi militante, me vient à l'esprit, qui était c'était une Espagnole qui était sur les plages d'abord, et quand Rivesaltes était ouverte en janvier 1941, pour eux c'était des hôtels, c'était du dur, c'était hors des plages, c'était le luxe. Et en regardant les photos, parfois je me dis, est-ce que c'est pas pire aujourd'hui? Est-ce que c'est idéologiquement pas pire aujourd'hui? On est tous au courant de tout ce qui se passe. On a une sorte de tombeau devant lequel on a fait des belles photos tout à l'heure, mais en sortant de la mairie, et on se penche sur des lieux de mémoire. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne serai plus dans cette posture de militante pour un lieu de mémoire, pas pour les mêmes raisons. Voilà. Après, j'ai pensé, juste peut-être j'ai 2 minutes pour ça. Oui, Claude qui veut parler aussi. Voilà. Juste pour dire que, en pensant à cet article, votre article, il y a une photographe qui était une sorte de chiffonnier de ces terrains de Rivesaltes, c'est 600 hectares, c'est énorme, c'est plus grand que le village de Rivesaltes. Donc elle a arpenté, pas dans le mode de flâneuse, mais elle a arpenté ce terrain pendant pratiquement 10 ans, et elle a ramassé des choses. Comme ça, elle a donc une sorte de collection qui, bien sûr, assez mise en question par les historiens, parce que déjà, est-ce qu'elle avait le droit? L'îlot F, où était construit le mémorial, a été, donc, cet espace-là a été détruit. Je crois qu'elle avait pas seulement le droit, mais elle avait l'obligation, elle avait le devoir de ramasser ces choses, parce que personne ne les aura ramassées. Surtout, il fallait savoir ce qu'on ramassait. Elle a par exemple ramassé ce genre de choses comme ça, et Wolf Biermann, qui vient de publier un livre là, en France, a fait un très beau poème autour de cet objet-là. Je trouve sa méthode et sa façon de travailler assez benjaminienne. Elle a trouvé ça en passant. C'est petit comme ça. Hein, c'est-à-dire c'est une sorte de fil de fer, une boule de fil de fer. Pour que quelqu'un ramasse ça et qu'il lie cet objet-là au passé de ce lieu, il faut avoir l'œil aussi. Hein, c'est-à-dire c'est une danseuse. Hein, c'est une danseuse que quelqu'un a façonnée, quelqu'un qui a vécu là-bas. Quand on trouve, elle dit à très juste titre, elle dit quand on trouve un objet là-bas, on ne peut pas savoir d'où ça vient, donc de quelle strate de l'histoire ça provient. Mais quand on en trouve 10, 20, 30, une centaine après, mais on sait qu'il y a quelque chose hein, qui était lié à cette mémoire. Ce qui me touche le plus dans sa collection, c'est des flacons. Elle a trouvé des milliers de flacons. Elle a fait une très belle photo des réminiscences. C'est-à-dire, quand on trouve des centaines de petits flacons de parfum, bon, déjà, dans ce lieu-là, c'est étonnant. Et ce que ça révèle de ces gens qui ont été internés, qui sont donc venus, qu'on a attrapés, déjà en fuite de leur domicile, de leur Heimat, hein, de leur patrie, qu'est-ce qu'on amène quand on doit faire une toute petite valise ou qu'on va sauver in extremis ces choses? Et qu'est-ce qui est important? Des flacons de parfum. C'est hallucinant, non? Et là, on peut aller
essayer de défaire les strates d'histoire, de mémoire, et on peut aussi aller dans ce que tu appelles le futur du présent. C'est une projection vers quelque chose, le futur de cette personne qui s'amène un flacon de parfum. On garde pour demain, on continuera le débat parce que je vois le restaurant va nous attendre après. Oui, là, on a pris du retard. Claude, qu'est-ce que vous Non, alors, en tant que scientifique pur et très déterministe, j'étais enthousiasmé par vous entendre dans votre démonstration entre lieu et l'espace. Alors, en ce qui concerne le lieu, pour moi, un lieu, c'est surtout un devoir d'explication. C'est l'endroit d'explication. Malheureusement, il y a beaucoup de lieux où il n'y a pas d'explication. Ne serait-ce que la statue de Blanqui dont vous avez fait état. Et en fin de compte, on est peut-être submergé par un certain nombre de lieux. Pour moi, c'est essentiellement au niveau de l'école et de l'éducation que la mémoire doit se propager du passé. Et en ce qui concerne l'avenir, je serai un peu comme Benjamin. C'est ce que je ne connais pas vraiment rien sur la philosophie de Benjamin, mais ce que j'entends, c'est son pessimisme naturel en rejoint un peu le mien en tant que scientifique pur. Quelqu'un veut parler encore? Non, j'ai juste une remarque. Je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on puisse disposer du texte oui, qu'il écrit. Ah, oui, le texte écrit, qui est à l'origine de ta contribution. Voilà. Je peux le partager. Si tu acceptes de le partager, je pense que ça serait vraiment une excellente idée. Parce que moi, je trouve qu'il ouvre des... Je sais pas, je l'ai pris dans la voiture hier. Avec un bébé qui pleurait derrière. Oui, c'est de manière. Je vais le retrouquer un peu pour le style. Il y a Bagnos Info sur YouTube. Vous pourrez récupérer le texte. Il ouvre des pistes de réflexion qui sont vraiment très intéressantes. Et en t'écoutant, juste, je vais très vite, je repensais à un événement, enfin quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un événement, justement, et auquel nous avons assisté, nous étions présents, Bernadette et moi, dans l'Hérault, là, récemment, où le problème de la communauté indochinoise, les Indochinois qui ont été réquisitionnés pour venir travailler en France en 1939, parce que, évidemment, la main-d'œuvre n'était pas suffisante. Et donc, je crois qu'il y en a 20 000, 25 000 qui sont venus, sont dispersés un peu partout, dans l'Est, du côté d'Épinal, etc., dans l'Hérault, dans diverses régions françaises, en Camargue, etc. Il y a eu des compagnies d'Indochinois, ils ont dû évidemment abandonner famille, enfants, etc. Et il n'y a pas de... Je pense, c'est une mémoire dispersée, c'est une mémoire qui circule, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des descendants, parce qu'un certain nombre de ces Indochinois ont rencontré des compagnes, ils se sont mariés, ils sont restés en France, et donc il y a des enfants, etc. Et alors, je veux dire, les sources sont multiples. Et ça me faisait penser, je crois que l'idée de circulation aussi et de réseau ou de rhizome, je ne sais pas, me paraît extrêmement importante pour la... Les Catalans ont fait de mémoire démocratique. C'est les Catalans qui ont commencé à travailler sur la mémoire. Est-ce que ces fioles dateraient de l'époque de la reculade ou peut-être de l'époque des harkis? Non, les flacons dont c'est ce qui est aussi, ça c'est justement, c'est intéressant, c'est là, on ne peut pas exactement dire à quelle population ça appartient. Les flacons sont de toute origine, c'est pas forcément... Il y a aussi ça qui se trouve. Vous savez aussi dans le camp de Châtillon, ce qu'on a trouvé le plus. Vous avez une idée? Quelqu'un a une idée? Ce qu'on a trouvé le plus sur le sol du camp de Châtillon?
Des clés. Les gens quittaient leur maison et amenaient la clé de leur maison dans l'espoir de... Et il y a des centaines de clés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui était par centaines trouvé par Israël. Quelqu'un a une idée de quoi il s'agit? Des boutons. Des boutons. Non, c'est grand. C'est à peu près cette taille-là. C'est des dos de réveil. Le temps, il fallait amener le temps. Mais aussi, ça, c'est moi, je pense qu'on est vraiment dans cette... Les dos du réveil. Elle est là. On trouve des mécanismes. Bon, je crois qu'il faut... Demain, on continue à Port-Bouche, si vous voulez. À 11h30, les gars, on joue sur la mémoire.